Bonsoir tout le monde. Nous voici partis donc pour cette deuxième partie de synergie entre protéomics et microimmunothérapie, sujet qui n'est pas très facile, je l'admets, aussi pour moi. Alors, comme vous êtes nombreux et nombreuses, ce qui nous réjouit beaucoup, mais comme il y a certains participants à ce webinaire qui n'étaient pas présents lors de la première partie présentation générale, je me suis permis de reprendre quelques diapos de la première présentation, quand même pour entrer dans la matière avant d'entrer dans le sujet à proprement dit, c'est-à-dire les cas cliniques. Je répète que ces deux webinaires ont été construits à partir d'une conférence dont j'ai eu l'honneur de pouvoir la faire pour LaboLife, journée de partage d'expérience en microimmunothérapie qui a eu lieu en automne l'année passée dans la province de Namur. Et voici donc ces quelques diapos que j'ai reprises de la première présentation, parce que nous avançons le bilan protéomics comme le chef d'orchestre. Bon, c'est un peu prétentieux, mais on pourrait trouver d'autres noms. Mais comme ceux qui me connaissent ou celles qui me connaissent savent que je suis, à part médecin, je suis aussi musicien. Alors j'ai trouvé la ressemblance assez percutante. Donc nous recherchons un chef d'orchestre, et j'ai fait cette présentation lors d'un congrès de Baden-Baden, bien sûr en allemand, qui avait comme titre à l'époque Die ganze Klaviatur des Heilens, qu'on pourrait traduire en français comme le clavier complet de la guérison. Ce qui est bien sûr aussi un peu prétentieux. Mais bon, le chef d'orchestre qui doit conduire ce vaste ensemble de musiciens, parfois c'est assez chaotique. Et nous prétendons que dans le concert, pour rester dans la terminologie musicale, dans le concert intégratif de la médecine conventionnelle et de la médecine complémentaire, la protéomique fonctionnelle que nous offrons avec le bilan protéomics peut donner le ton, peut être le chef d'orchestre. Ce qui nous fait retomber à partir de ce bilan, à partir de ce profil, à partir de cette analyse sur ce dit clavier complet de la guérison où, et là c'est même non exhaustif, j'ai repris une liste de toutes les thérapies ou de toutes les stratégies thérapeutiques auxquelles le bilan donne accès. Il y a bien sûr en premier, parce que c'était l'ABC de la méthode, la grille de remède qui est incorporée dans la base de données, où nous calculons pour les patients belges. Je dis toujours, l'ordinateur, il joue Testachat. Testachat est un magazine du consommateur qui cherche toujours le meilleur achat dans un certain domaine. Il y a la grille de remède protéomics, elle nous donne le meilleur achat, façon de parler, en phyto, en allothérapie, en aromathérapie, et elle nous offre aussi, pour autant qu'ils sont encore disponibles, nous cherchons des solutions, c'est pour ça que c'est entre parenthèses, des antifractions paramétriques diluées homéopathiquement, qui sont des homéopathiques spécifiques des divers tests incorporés dans le bilan. Et un troisième grand chapitre dans cette grille de remède immédiate, directe, issue du profil, c'est l'organothérapie, où avant nous avions, et malheureusement je dois dire au passé, où nous avions des produits en D4, où maintenant, vu le problème aussi de la production, nous sommes limités à les offrir en Péros en 7CH. Ensuite, bon, je peux passer toute la liste, mais vous pouvez lire avec moi. Il y a des conseils au niveau de nutrition, aussi bien macronutrition que micronutrition. Il y a pour moi, tout au fil des années que je fais du bilan, c'est depuis 82, où nous avons pu faire, et pour moi c'est un des tout grands atouts du bilan et du profil, nous avons pu mettre le lien avec l'homotoxicologie allemande, c'est-à-dire tout ce qui est surtout les phases matricielles, où nous pouvons offrir avec le bilan une analyse très, très, très exacte, très objective et surtout reproductible de, de l'état réactionnel de la matrice mésenchymale, donc de ce que les homotoxicologues appellent les phases matricielles.
Avant, nous avions, et là, vous le voyez, je l'ai mis entre parenthèses et en italique, et j'ai mis hélas, nous l'avons plus, la firme Sirolap a fait faillite, hein, mais on avait un très bon lien avec la sérocitothérapie. Et maintenant, aujourd'hui, bien sûr, il s'agit de microimmunothérapie où nous essayons aussi de construire, de bâtir des liens directs et indirects. On peut aller plus loin. Il y a tout le VISCOM qu'on a pu emprunter chez les anthroposophes, hein, où nous allons bien plus loin que dans la pathologie oncologique pour laquelle les anthroposophes donnent l'indication pour le VISCOM. Il y a tout le vaste ensemble de tout ce qui est intestinal et surtout le microbiote. Hein. Il y a l'enzymothérapie, il y a les oligoéléments, il y a la neuralthérapie, l'orthomoléculaire. Alors, un des tout grands hype du moment, les intolérances alimentaires. Là aussi, nous avons la prétention, et bon, c'est pas joli comme caractéristique d'être prétentieux, mais nous avons la certitude, pour être plus scientifique, qu'avec le bilan, nous pouvons offrir une porte d'entrée pour dire est-ce que vraiment, oui ou non, il y a des intolérances alimentaires qui jouent au niveau pathologique. Le bilan est certes un outil aussi en oncologie complémentaire. Ceux qui connaissent la low dose naltrexone, qui est un outil très utile, ça ferait peut-être le sujet d'un autre webinaire. Là aussi, nous avons les moyens d'en faire les indicateurs, poser les indications. Et puis finalement, il ne faut pas l'oublier, hein, médecine intégrative, un pied dans l'allopathie, un pied dans les médecines complémentaires. Là aussi, en allopathie, il y a moyen de dire, est-ce que éventuellement, il ne faut pas jurer dans l'église, mais quand même, hein, est-ce que éventuellement la cortisone aurait conditionnel une place, ou non, il faudrait tout de suite l'arrêter. Idem pour les hypolipémiants, les antidépresseurs, les inhibiteurs de la pompe à protons, immunosuppresseurs, et j'en passe, bien sûr. Donc, le clavier complet de la guérison. Bon, alors, en résumé, le profil protéomique fonctionnel protéomiste, c'est un modèle biostatistique hein, qui, comme méthode de diagnostic supplémentaire, est utile en cas de nosologie connue, bien sûr, parce que hein, ça faisait partie de l'exposé de la fois passée. One does not fit all. Hein, on ne peut pas se baser sur la nosologie classique, hein, sur le SIM10, hein, et de dire bon, nous avons un diagnostic établi et codé, donc tous les patients qui portent ce code sont identiques et on va les traiter de la façon identique. Bien non, hein, pour n'en citer qu'un, la fibromyalgie, dans le sens de la méthode diagnostique complémentaire en cadnologie incertaine, comme la fatigue chronique et surtout la fibromyalgie, par exemple. Hein, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai fait beaucoup de codage jusqu'il y a un certain temps, la fibromyalgie, le code de SIM10, c'est M79.9. Donc, c'est un code très précis, mais malheureusement, quand nous faisons des bilans, dont vous voyez ici à droite un exemple, dans les fibromyalgies, on voit à peine le sous-groupe le plus représentatif du vaste ensemble des fibromyalgiques, c'est à peine 10%, hein, ce qui explique bien sûr que traiter tous les fibromyalgiques de la même manière, ça fonce vers l'échec. Et ce qui explique aussi, bien sûr, que toutes les études qui ont été faites dans la fibromyalgie, toutes les thérapies étudiées atteignent tout au plus le niveau de placebo. Et finalement, encore beaucoup plus important, en l'absence de diagnostic, avec une symptomatologie vaste et chronique, où beaucoup de patients sont en quête de solutions, le bilan peut offrir une vue très objective et, je répète, reproductible hein, du fonctionnement et surtout du dysfonctionnement de l'homéostasie. Hein. Donc, alors, quels sont les points forts du profil pour l'utilisation de la microimmunothérapie? C'est une évaluation qualitative et fonctionnelle du protéome sérique, hein, donc c'est dynamique. C'est beaucoup plus sensible qu'une analyse classique qui est assez statique, précise, oui, mais donc peu sensible parce que peu dynamique. Hein. Et le bilan nous donne vraiment l'accès à un diagnostic et un traitement qui sont personnalisés, donc pas one fits all, non, non,
médecine personnalisée. C'est un diagnostic visuel des systèmes homéostatiques, défense cellulaire, humorale, système hormonal, de tous les grands systèmes de l'homéostasie, système nerveux surtout. Là aussi, c'est un des très, très grands atouts de la méthode. Pour moi, je n'en connais pas d'autres qui nous donnent vraiment un outil pour évaluer l'état fonctionnel du système nerveux dans tous ses étages, hein, allant du système nerveux périphérique jusqu'au niveau même psychique. Hein. Et pour cela, il est donc, et là on entre dans la matière de la microimmunothérapie, il est complémentaire. Ce sera, hein, pour ceux qui ont suivi le premier webinaire aussi, ils le savent, la conclusion sera que ces deux sont parfaitement complémentaires. Il est complémentaire au typage lymphocytaire. Hein, le bilan est prédictif, ce qui permet de mettre en place une stratégie de prévention, hein, et il donne accès à des conseils thérapeutiques concrets dont nous allons voir maintenant donc un nombre de cas cliniques. Alors, je vais commencer, honneur aux dames, par quelques cas, 2 cas, je crois, du cabinet de ma consoeur Sabine Fischer en Allemagne, qui a, et je l'admets tout de suite, plus d'expérience que moi-même en microimmunothérapie, hein, et c'est pour ça que je me suis permis, bien sûr, avec son consentement, de lui emprunter quelques cas de son cabinet. Alors, ce premier cas, c'est une dame née en 62, avec comme antécédents médicaux, en 17, une hémithyroïdectomie pour un nodule suspect, mais qui n'a pas été confirmé. Et en 2019, un ganglion lymphatique sous-mandibulaire droit, dont l'histologie était lymphome non-Hodgkinien. Avec là, vous voyez les détails de l'anatomopathologie. En plus, un foyer pulmonaire indéterminé, mais après ablation du ganglion, pas d'autre localisation. Donc, la patiente n'a pas eu de chimio, pas de radiothérapie. Hein, l'approche classique était attente, voir ce qui se passe. Alors, voici d'abord le bilan protéomique de cette patiente, où à droite, vous avez le bilan, donc le graphique, et à gauche, vous avez la page, comment vais-je dire, de résumé avec les index. Alors, j'annonce d'ores et déjà, et la plupart d'entre vous le savent peut-être, que nous sommes en train de remanigancer un peu la mise en page et la mise en forme des bilans. Et entre autres, moi, je suis un peu gêné, hein, par cette terminologie qui est pars pro toto. Hein. Et alors, je dis tout de suite, mea culpa, parce que ces termes viennent de moi. Mais d'autre part, je dis pour ma propre défense, c'est un peu aux confrères et aux consoeurs allemands d'une part et français et françaises de l'autre part qui m'ont tordu un peu le bras pour dire il faut que tu mettes hein, des noms, des mots-clés sur cet index. Alors, est-ce qu'ils sont vrais? Bien sûr, ils sont vrais. Hein. Donc, surtout, par exemple, l'index d'inflammation qu'on voit ici, il y a tous les paramètres verts qui montent. Alors, les paramètres verts, c'est une réaction inflammatoire du type myéloïde cellulaire. Hein. Donc, pour ceux qui s'y connaissent plus que moi en typage lymphocytaire, c'est la grande discussion toujours quand nous parlons, quand nous disons réaction cellulaire. Tout le monde qui connaît bien le typage lymphocytaire pense tout de suite au lymphocyte T, ce qui est vrai, mais chez nous, le cellulaire, c'est autre chose. C'est la lignée myéloïde. Bien sûr, le lymphocyte T, c'est la lignée lymphoïde. Hein, il y a une grande différence. Donc ici, c'est les granulocytes. Hein, c'est ce qu'on voit quand on voit que ça augmente. Il y a la VS qui augmente, il y a la leucocytose qui augmente, la neutrophilie qui augmente, le CRP qui augmente. Et alors, l'indice que j'aime bien et qui est peu connu chez nous en Belgique de toute façon, je ne sais pas quel en est l'état en France, c'est le fameux rapport cuivre-fer. Donc le cuivre sérique divisé par le fer sérique, le cuivre étant l'oligoélément catalysateur qui s'adapte pour la plupart sur les enzymes inflammatoires. Et donc, quand le cuivre monte, on a un indice d'inflammation. Alors, pour juger si le cuivre sérique est augmenté, il faut comparer au fer. Hein, ils sont tous les deux bivalents. Et normalement, vous avez un rapport qui fait environ entre 1 et 1,5, hein, rapport cuivre-fer. Donc, s'il monte au-delà de 2, 3, 4, c'est pathologique. Alors, j'avais dit ici inflammation, là il y a peu de discussion, mais fatigue physique de l'autre côté, ce qui n'est pas le cas de ce patient, hein, ou cette patiente, pardon. Hein, beaucoup de patients me disent, oui, mais docteur, je ne suis pas fatigué. Je dis, oui, c'est bien, hein, mais il faudrait dire, alors là, le patient aurait
bouche bée, il faudrait dire non, c'est l'immunité cellulaire aspécifique innée qui est donc décompensée. Et les patients de dire alors à ce moment-là, oui, mais enfin, expliquez-moi ça un peu en langue compréhensible. Donc, mais c'est quand même un pars pro toto et nous allons changer donc le layout bientôt du bilan et surtout aussi pour les index combinés. Ce qui ici correspond bien, c'est exact. Il y a une réponse immunitaire humorale, la production d'anticorps, aussi bien les paramètres violets que les paramètres endogènes bleus. Donc, quand vous avez ces deux barres qui sont diminuées, automatiquement, le système algorithmique vous calcule un index de déficit immunitaire, quand aussi bien la composante bleue, endogène, et la composante violette, exogène, est diminuée. Donc, en résumé, ce qu'il y a ici en dessous, chez cette patiente, vous avez d'une part une diminution de l'immunité humorale et d'autre part une réaction inflammatoire de l'autre. Alors, c'est toujours quand on entre dans un train en marche de savoir quelle est la poule et quel est l'œuf. Est-ce que la réaction inflammatoire est une réaction suite à la diminution de cela ou est-ce que c'est l'inverse? C'est pas toujours facile. Alors, voici pour la même patiente le profil, le typage lymphocytaire comme le pratique Madame Fischer, qui, vous allez le remarquer quand vous allez voir ultérieurement des bilans qui viennent de mon cabinet en Allemagne, dispose de plus de paramètres que le typage lymphocytaire dont je me servais à l'époque. Alors, petite spécification, T7 cytotoxisch en allemand, c'est les THC, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on lui a trouvé à cette dame? Qu'est-ce que Madame Fischer lui a trouvé? Une sérologie cytomégalie qui est quand même assez pathologique. Alors, cytomégalie, pour moi, c'est une difficulté parce que nous avons que les IgG et les IgM. Mais là, quand même, c'est un titre qui est très élevé. Elle a une sérologie Epstein-Barr. Alors, comme Madame Fischer n'est pas présente au webinaire, je dois être délicat pour la contredire. Mais pour moi, bon, vous savez tous que tous les adultes de l'Europe occidentale sont positifs en sérologie EBV au niveau IgG à partir de 18 ans. Donc, est-ce que c'est pathologique? Non, je ne sais pas. De toute façon, son early antigen, il n'y a pas de réactivité récente. Et elle a une sérologie Zoster, Varicella Zoster virus en allemand, donc Zoster, qui est pour Madame Fischer aussi un peu pathologique. Alors là, bon, on pourrait discuter aussi. Vous allez voir plus loin pourquoi elle a mis tout ça. On voit dans le typage lymphocytaire une image en cathédrale sur le rapport T4-T8, mais d'autre part, on voit une image en podium sur les T8. Alors, résumé, réaction inflammatoire suite à une charge virale réactivée, pour elle, CMV, ce que je crois être très exact, sur un fond. Alors là, elle a déjà décidé pour elle et pour sa patiente quelle était la poule et quel était l'œuf, sur un fond de blocage immunitaire humoral, suite, et je crois qu'elle a raison, suite à ce lymphome, pardon, suite à ce lymphome non-Hodgkinien. Donc, elle dit au niveau thérapie, il faut mener une guerre sur deux fronts. Il faut mener une guerre protéomique et microimmunothérapie, et même sur trois fronts aussi anti-inflammatoires. Ben bon, j'ai traduit, elle a dit deux fronts, même s'il y en a trois. Alors, la thérapie protéomique, qu'a-t-elle fait? Elle a prescrit ce que la grille de remède, donc c'est l'algorithme incorporé dans notre base de données, a calculé. Il y a deux bourgeons. Les bourgeons, la gémothérapie de Paul Henry, qui était un des cofondateurs du bilan Proteomis. Nous avions à l'époque un luxe d'avoir plus de 800 plantes dans la grille de remède. Malheureusement, maintenant, avec toutes les restrictions européennes et autres, j'en passe, cela a bien diminué. Mais sur les 800 plantes, il n'y a qu'une soixantaine de bourgeons, il n'y en a pas plus. Et pourtant, on voit toujours, quand je répète ma comparaison avec Testacha, et il y a toujours dans le top 10, dans le top 5 que vous rend le profil, ou que vous rend où vous trouvez les remèdes conseillés, calculés, il y a presque toujours des bourgeons. Donc 60 sur 800, c'est quand même une minorité, et pourtant on les retrouve toujours en tête. Ce qui explique que les bourgeons, moi je les appelle pour ça, bon, j'emprunte le terme à l'homéopathie, pour moi les bourgeons c'est des polycrestes, on les retrouve très 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 souvent en tête
de la liste des remèdes calculés. Et ici, il y en a deux, Ficus carica et Corylus avellana, qu'elle a prescrites. Et ensuite, elle a donné aussi des antifractions paramétriques, donc selon les paramètres élevés du bilan, hein, qui à l'époque déjà étaient disponibles en Allemagne en 7CH Peros. Qu'a-t-elle fait en microimmunothérapie? Elle a donné un antitumoral spécifique de lymphome non-Hodgkinien, le DLLNH1. Elle elle s'est pas gênée pour dire bon, est-ce que je vais donner la cytomégalie, l'Epstein-Barr ou le Zona? Elle a fait tous les trois. Hein. Alors bon, je l'ai eu là tout à l'heure au téléphone parce que je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que le complexe O. Bon, ça c'est de la microimmunothérapie qui vient pas de LaboLife, mais qui vient du docteur Glady et qui est produite ici à Bruxelles par la pharmacie Hildegard. Donc moi, je vous dis tout de suite, je n'ai aucune expérience. Donc si vous allez me poser des questions là-dessus, je suis désolé, je donne ma langue au chat. Hein. Mais Madame Fischer m'a certifié. J'ai pas fait tout ça en même temps. J'ai fait ça en séquentiel. Mais bon, donc ici dans cette diapo, j'ai bien repris l'ensemble des thérapies qu'elle a mis en place. Alors, comme anti-inflammatoire, tous les paramètres verts augmentés, elle a fait du curcuma et en Allemagne, là, bon, je m'excuse pour les Belges, les Français et les Françaises. Hein, en Allemagne, ils ont la possibilité tout à fait légale de se procurer pour le cabinet du curcuma concentré en infusion intraveineuse. Hein, une possibilité que bien sûr nous n'avons pas. Alors pour celles et ceux d'entre vous, et je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont déjà l'expérience avec le curcuma, je crois que c'est un très bon produit, mais il y a un tout grand problème, c'est que dans la poudre de curcuma, il y a à peine 0,3%, 0,3% de curcumine. Ensuite, c'est pas résorbé, c'est pas digéré, donc il faut ajouter à chaque coup la plupart des spécialités proposent une association avec la piperine, avec le poivre, pour que ce soit quand même absorbé un peu. Le problème aussi, c'est de comparer un produit curcuma peros, donc des capsules de curcuma de la firme A avec la firme B, c'est pas évident parce que même s'ils donnent le même nombre de milligrammes, c'est pas pour autant qu'il y ait autant de curcumine. Hein. Donc là, c'est un peu. Mais ici, bon, en infusion intraveineuse, bien sûr, là, c'est autre chose. Mais là, je répète, c'est une possibilité qu'ils ont en Allemagne et que malheureusement, nous, chez nous et vous, en France, vous ne l'avez pas. Mais enfin, cette patiente a donc été traitée par curcuma intraveineux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà un contrôle. C'est assez drôle à voir, mais le déficit immunitaire, il est nettement amélioré. Donc là, je crois que la microimmunothérapie, a très nettement joué. Mais il n'y a pas de réaction dans le domaine inflammatoire avant et après curcuma. Hein. Donc, tous les paramètres verts, ça, je suis toujours un peu embêté de dire, c'est pas un faux frère, c'est un faux vert. Hein. La concanavaline A, hein, et je profite pour ceux ou celles qui sont néophytes dans la matière pour le dire, les couleurs sont des caractéristiques de laboratoire. Tous les flocula des tests, et le test porte bien sûr, ça vous le savez, le nom du réactif ajouté, et tous ces flocula, tous ces produits de réaction ont été testés sur leur pHI, hein, sur leur pH isoélectrique. Alors, quand vous avez un pH isoélectrique qui est acide, on le met en vert. Hein, ça, c'est la logique de laboratoire. Mais comme nous sommes en biologie, il y a dans cet ensemble vert, comme dans les autres aussi, mais enfin, je cite pour celui-ci, il y a des exceptions. Et la concanavaline, hein, c'est un vert parce qu'il est acide, mais il n'est pas inflammatoire. Et donc, quand vous regardez tous les autres paramètres inflammatoires, bon, ils n'ont pas bougé. Hein, ils n'ont pas bougé. Donc là, malheureusement, ça n'a pas résolu le problème. Et au niveau classique, son lymphome non-Hodgkinien, elle me dit il est stable. Ça pour le premier bilan ou pour pour la première patiente, j'ai pas d'autre suivi. Je dois me contenter de ce que m'a donné Madame Fischer. Alors le deuxième patient, c'est un monsieur de Madame Fischer. C'est une maladie de Crohn dont le diagnostic j'ai fait en 2006.
hein, qui a été traité avant par les méthodes classiques, l'azatioprine, la cortisone, prénisolone et Humira, qui est un anti-immunodépresseur. Au moment où ce monsieur consulte Madame Fischer, hein, il y a absence de traitement conventionnel. Donc, il n'a rien, mais il se plaint de constipation, de fatigue, performance réduite, pieds froids, frissons, crampes au mollet. Enfin, des plaintes assez générales. Et qu'est-ce qu'on voit dans le bilan? On voit ceci. Alors là, il n'y a pas de doute non plus, c'est un bilan, et pour ceux et celles qui n'ont jamais vu de bilan, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un bilan en asymétrie droite quasi complète, hein. Donc, il y a une augmentation d'un très grand nombre de paramètres et une augmentation de surtout deux grandes familles de paramètres. Quelle est la famille qui n'est pas augmentée? C'est les paramètres rouges, hein, donc les lipides, hein, qui sont restés dans la zone, hein, je répète, pour les néophytes d'entre vous, que la zone du milieu, c'est une zone qui enjambe avec un écart type, hein, le zéro écart, donc que nous considérons, nous, comme étant la zone de normalité ou à peine déviée. Mais bien sûr, à partir de là, tout ce vaste ensemble, il est dévié. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de l'hyperviolet, hein, si on parle en couleur, on trouve du bleu et on trouve du vert, hein. Alors, la combinaison du violet et du bleu, on retrouve encore une fois ici l'index combiné, hein. Alors là, on tombe dans un panneau. Hypersensibilité hormonale, c'est la raison pour laquelle je voudrais que nous nous quittions un peu cette terminologie. C'est exact, hein? C'est exact, mais c'est un monsieur, je crois qu'on va trouver peu de tension prémenstruelle ou de migraine hormonale, hein. Comme c'est un homme, ça me semble assez rare de trouver ça. Et donc, pour lui, ce pars pro toto, hypersensibilité hormonale, il ne s'adapte pas trop. C'est une augmentation de son immunité hormonale, mais humorale endogène. On voit tous ces paramètres bleus qui sont augmentés. Ensuite, il y a l'immunité humorale exogène, hein, où là, j'ai mis comme pars pro toto, intolérance, allergie, sclérose, tout ce qui est exact. Mais au fond, quand ces deux-là sont augmentés, hein, on retrouve cela dans l'index mix de auto-immunité. Bon, alors, c'est ouvrir une porte ouverte à une maladie de Crohn, bien sûr, c'est une maladie auto-immune. Et donc, le fond de cette maladie auto-immune, c'est tout ce qui est bleu et violet dans cet ensemble. Or, il y a en plus cet élément hypervert, hein, qui est au fond une poussée inflammatoire secondaire sur ce fond auto-immun, hein. Et vous avez donc là cette combinaison assez classique dans la maladie auto-immune active, hein. Il y a une combinaison d'une part des interfaces de mucosales de contact, puisque bon, exogène, ça passe par là, ce que les Allemands appellent avec un terme intraduisible, mais qui est tellement joli, hein, Grenzflächenkontaktstörung, hein, donc trouble des surfaces de contact, hein, mais avec le bleu intermêlé, donc qui mène à la maladie auto-immune, hein, donc c'est l'expression vraiment caractéristique d'une maladie auto-immune. Vous me demanderiez, qu'est-ce que c'est que ce bilan? Ben, je pourrais dire, bon, c'est probablement soit une polyarthrite rhumatoïde en poussée, c'est peut-être une sclérose en plaques en poussée, c'est peut-être une maladie de Crohn en poussée. Et là, le bilan n'est pas fait pour faire du diagnostic clinique, hein. Là, il faut d'autres atouts. Mais de toute façon, c'est une très, très vaste déviation du système humoral, hein. Il y a une question qui passe entre-temps, non? Ah, je vois ici, non, bien. Et donc, en même temps, cette poussée inflammatoire secondaire, où finalement, alors cela résulte dans ce dernier index, l'inflammation chronique, hein. Bon, c'est encore bien sûr ouvrir une porte ouverte. Donc, voilà le fond de la maladie et voilà la poussée secondaire inflammatoire. Alors, Madame Fischer a le luxe en Allemagne d'accéder à d'autres bilans. Ça, c'est un examen de sel. Donc, elle a fait un microbiote qui est à gauche, où on trouve ici surtout une diminution de l'entérocoque, ce qui est déjà intéressant parce que je remonte au profil précédent. Ici, dans cette Grenzflächenkontaktstörung, dans cette perturbation des interfaces de contact mucosal, bien sûr, le microbiome joue un rôle
essentiel, joue un rôle essentiel. Alors, si on a le luxe d'envoyer ça, bon, elle trouve des lactobacilles diminués, elle trouve un entérocoque diminué. Le colis, non. Alors là, nous sommes dans les deux grands produits de la firme Symbiopharm, hein, avec le Symbioflore numéro 1, le Symbioflore numéro 2. L'entérocoque, c'est le Symbioflore numéro 1. Hein. Donc là, intérêt, le reste semble assez normal. Le pH stool des selles est un peu augmenté. Elle a fait en plus un diagnostic d'intolérance alimentaire où elle trouve, parce qu'elle a raison, je remonte à mon bilan, ça c'est des bilans où on pourrait dire il y a lieu de faire un bilan d'intolérance alimentaire. Hein, parce qu'il y a cette fameuse Grenzflächenkontaktstörung, donc il y a cette perturbation du système humoral qui dérange, qui a pénétré l'intestin, comment est-ce qu'on dit en français, l'intestin criblé, c'est ça, non? Leaky gut, j'oublie toujours la terminologie en français, mais enfin, on se comprend, je crois. Hein, donc, et en effet, vous avez ici les marqueurs de perméabilité intestinale classiques, l'alpha-antitrypsine et la calprotectine. L'alpha-antitrypsine normale, mais la calprotectine est un peu pathologique. Or, elle trouve dans les intolérances, elle ne trouve que l'ananas. Alors, je doute fort que l'ananas soit en cause primaire, étiologique de toute cette pathologie. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait comme examen complémentaire mis encore à part du typage lymphocytaire qu'on voit ici? Il n'y a pas d'anémie, hein, ce qui normalement on pourrait s'attendre qu'il y ait une anémie dans une inflammation chronique. Il y a un taux de vitamine D3, pour les Allemands sont assez furieux sur ça. Pour eux, c'est déjà trop peu, hein, donc 27. Ils visent entre minimum 40, voire même entre 50 et 100. Hein. Les antigliadines et les transglutaminases anticorps sont négatives. Et donc, comme vu là tout à l'heure dans la diapo précédente, l'IgG4 est seulement positif pour l'ananas. Epstein-Barr non réactivé, mais un titre de Yersinia qui est réactivé. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit deux podiums. Hein. On voit le podium sur la balance T4, T8 et on voit le podium sur les cytotoxiques et les suppresseurs en T8. Les NK qui sont augmentés et les lymphocytes B qui sont très, très diminués. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle lui a fait qu'est-ce qu'on lui a fait comme thérapie à ce monsieur? Bon, il a eu droit à une vitamine D. Bon, ça, c'est une spécialité allemande. Hein. C'est de la vitamine D3. Alors, en microimmunothérapie, là encore, elle m'a répété là tout à l'heure au téléphone, elle dit, j'ai pas fait tout ça en même temps, j'ai fait ça en consécutif. Mais si, bien sûr, hein, donc le LaboLife des CED, ah non, mais ici c'est français, CED c'est allemand, je m'excuse, et IBD c'est anglais, donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Elle a fait du EID, elle a fait l'Epstein-Barr, et dans un autre domaine de l'immunothérapie, je répète, dont je n'ai pas l'expérience, hein, produite ici par la pharmacie Hildegard à Bruxelles. Ce monsieur a eu droit à un complexe I, qui est un complexe immunitaire, et à un REC de Yersinia. Et bien sûr, au microbiome, elle a donné le symbioflore numéro 1, qui est l'entérocoque, qui était diminué, et le lactobacille, hein, représenté dans le produit Symbiolac. Et alors là, c'est un des tout grands produits, pardon, j'ai cliqué trop vite, un des tout grands produits que nous avons pu découvrir grâce à un confrère Cueva en France, mais dont le père était d'origine équatorienne. Hein, le coton l'éclairie, c'est une sève amazonienne hein, que là-bas en Amérique du Sud, on appelle sangre de drago, le sang du dragon, et dont nous savons absolument que la combinaison du violet, du bleu et du vert, ou du violet et du vert surtout, hein, donc tout ce qui est exagération, donc exaltation, en même temps l'immunité humorale tournée vers l'externe et l'inflammation, le vert, ça c'est vraiment la bonne indication pour le croton. Bon, ce monsieur a eu droit à un changement, une adaptation de son alimentation, pas de céréales, pas de lait de vache, pas de crudité, peu de fruits, hein, pour éviter tous les allergènes et les stimuli exogènes venant de l'alimentation.
peu de protéines animales, sauf de haute qualité, donc du gibier et autres. Beaucoup de légumes cuits à la vapeur, du collagène en supplément et des graisses monoinsaturées. Ça, c'est Monsieur Ulf Hubel qui est derrière, qui travaille dans le cabinet du Dr Fischer, hein, et qui a étudié en long et en large toutes les utilités du Perfect Health Diet de Jaminet et en comparaison avec le bilan. Très utile à le lire. Bon, maintenant on passe à quelques cas cliniques de mon cabinet. Encore un monsieur qui à l'époque, ici en 13, hein, il avait 32 ans. Ce monsieur est venu me voir fin décembre 2013 pour une fatigue post-infectieuse suite à une maladie de Lyme prouvée, un Western blot prouvé, sérologie positive, qu'il avait eu en été de la même année. Il avait été traité par antibiothérapie parce que son médecin traitant à l'époque l'avait bien diagnostiqué, il avait été traité correctement et pendant 2 mois, il s'est bien porté, mais il fait une récidive de sa fatigue dès octobre. Hein, donc, 4 mois plus tard que son Lyme original. Et donc, moi, je le vois fin décembre de la même année pour cette fatigue post-infectieuse. Alors là, je montre le bilan, parce que là encore, et celles et ceux qui se souviennent du premier webinaire, hein, il n'y a pas de contradiction, ce serait pas joli à dire, hein, mais souvent on voit soit un bilan protéomique qui était très dévié, comme celui-ci, hein, c'est indéniable. Bon, tous les paramètres qui sortent de la zone grise du billet, ils sont pathologiques. Et pourtant, ici, au niveau du typage lymphocytaire, un peu d'augmentation des natural killers. Hein, il y a le petit podium ici, à la petite cathédrale là, oui, bien sûr. Non, c'est un escalier, c'est même pas une cathédrale. Mais donc, c'est assez peu parlant, hein, le typage lymphocytaire. Alors, si je fais l'analyse en 2 lignes de ce bilan-là, je fais abstraction de la partie gauche. Parce que bon, à peine ça ne dévie pas, mais ici, ça dévie beaucoup. Et je répète toujours, je ne vais pas être impoli, mais il faut être daltonien pour ne pas le voir. C'est une augmentation des paramètres rouges, lipidiques d'une part, et deuxio, hein, des paramètres glycoprotéiques. Alors, les paramètres lipidiques, comme je l'ai vu la première fois avec ce bilan-là, il avait arrêté de faire du sport l'année d'avant. C'était un joueur de football. Il dit, depuis que j'ai arrêté mon sport, j'ai pris 13 kilos. Alors, est-ce que cette prise de poids joue sur ce lipide? À l'époque, je n'étais pas même de le dire. Ce monsieur, je le vois toujours et maintenant, je suis assez reconforté pour l'affirmer quand son poids joue énormément sur sa biologie lipidique. Hein. Mais n'empêche que s'il a des lipides augmentés, et là, si vous m'avez entendu la voix passer, et même, je crois, pour chaque webinaire que je donne, je n'oublie, enfin, je n'omets jamais de répéter que chaque fois qu'il y a des lipides et des lipoprotéines qui sont augmentés en activité, cela a toujours, 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 toujours un effet au niveau neurologique et voire même au niveau neuropsychique. Hein. Donc, il y a une agitation, enfin, ce système nerveux-là, il peut pas bien marcher. Ensuite, il y a une inflammation cellulaire myéloïde, ce qui veut dire que, bon, 32 ans, ça ne peut pas encore trop mal, mais ce bilan-là serait d'un monsieur de 60 ans. Il faut craindre l'accident cardiovasculaire. Et en effet, qu'est-ce que je vois comme lipide? Bon, là, je l'ai mis en chiffres français, j'ai mis la virgule. Il a un cholestérol total à 2,40. Il a un HDL bas à 0,41. Il a un LDL augmenté à 1,54. Et surtout, il a des triglycérides augmentés. Donc, en effet, hein, ce qui correspond ici, il y a des triglycérides dans le tas. Les triglycérides étant les VLDL à 2,25, c'est quand même beaucoup. Ce qui est étonnant, et je suis désolé de ne pas avoir d'autres paramètres, parce que quand il s'est amené, il avait la biologie qui avait été faite le mois avant. Il m'a amené ça. J'ai pas de VS, j'ai pas de CRP, mais au niveau inflammatoire, il a une leucocytose qui est tout à fait correcte, des neutrophiles dans cette leucocytose qui sont des globules blancs, hein, qui sont tout à fait corrects. Et il a, comme je le citais là tout à l'heure, une petite augmentation, c'est pas énorme, mais enfin, c'est une petite augmentation de son rapport cuivre-fer, qui est dans le bilan dont je disposais à l'époque, le seul indice pouvant confirmer ici cet état inflammatoire. Mais je répète,
ça, c'est tellement fiable, c'est tellement reproductible et c'est bien plus sensible que les paramètres classiques, même que l'AVS. Mais dans ce cas-ci, malheureusement, je ne disposais pas. Alors, je l'ai traité comment? Il a eu droit à une monacoline, le codesvitol, qui est un produit chez nous, mais donc qui est de la lovastatine ou monacoline K à 10 mg. Il a eu droit quand même à un peu de vitamine D3 qu'il avait déjà eu de son médecin avant. Et en immunothérapie, comme c'était augmenté, il a eu droit à du de LEAI, qui est le produit type de la microimmunothérapie pour les états réactifs. Et à l'époque, nous les avions encore. Maintenant, on les a plus en ampoule, mais à l'époque, on avait des ampoules d'antifraction homéopathisées en 5CH des divers paramètres. Et qu'est-ce que je lui ai fait? Bon, j'ai pris le Burstein, qui est le chlorure de calcium, en 5CH, et MES en 5CH que j'ai mélangé en injectant en intraveineux, ça ne donne aucune réaction dangereuse. Et en même temps, j'ai fait l'organothérapie en intramusculaire de tout ce qui est rouge. Alors, le grand couple, comme c'était toujours foie, le foie est l'échelon central de la liposynthèse. Et comme il était fatigué, bon, bien sûr, l'organe ou la cible post-hépatique la plus importante en lipo, c'est le cortex cérébral. Donc, il a eu droit à plusieurs injections de foie cortex dont nous disposions à l'époque en ampoule en D4. Alors voilà ce qui se passe. Il s'est bien retapé. Je le dis, je le suis toujours. Entre-temps, ça marchait bien. Mais donc, il s'est très bien retapé après sa maladie de Lyme. Et on voit donc dans ce bilan différentiel, le bilan différentiel, qu'est-ce que c'est? C'est le bilan actuel, enfin à l'époque, donc juin 2014, superposé avec le bilan, le premier que vous avez vu en petits points, et bien sûr les flèches étant les mouvances de tous les paramètres. Alors bon, c'est indéniable qu'à ce moment-là, tout ce qui était lipidique et inflammatoire ça a agressé. Est-ce que son typage lymphocytaire a changé? Ben oui, il a encore baissé. Donc le premier n'était pas trop parlant, mais ici ça a rebaissé. Alors comment faut-il faire là le pont, la liaison? Il faudrait que j'en parle à des confrères ou des consoeurs qui sont plus compétents que moi en la matière. Un autre cas clinique, alors celui-là, je crois que c'est le dernier, oui, en effet, parce que nous approchons, il est 8h moins quart. Le quatrième cas, c'est une jeune dame que je connais depuis son très jeune âge, comme enfant. Entre-temps, elle a passé la trentaine de loin. Alors bon, antécédents médicaux, alors là, bon, c'est ma langue, Quackelkind. Alors Quackelkind, c'est intraduisible. Quackelkind, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant chétif qui tombe d'une infection ORL, d'une angine vers une otite, qui est toujours malade, qui rate les écoles, qui rate les examens, enfin un peu tout. Donc des infections récidivantes, eczéma atopique, anévrectomie, etc., etc., etc. J'ai d'elle des bilans protéomiques depuis 97, c'est-à-dire depuis qu'elle a 13 ans. Je crois qu'actuellement, elle doit en avoir 38. Et qu'est-ce qu'on voit toujours dans ces bilans? Alors ici, j'ai repris l'historique des index. Quand vous avez la lecture en ligne des index que nous avons vu là tout à l'heure, avec la terminologie pars pro toto qui me gêne un peu. Quand vous cliquez dessus, vous avez le titre officiel dont la plupart des patients disent oh là là, expliquez-moi, immunité humorale endogène sous modulation endocrinienne. Ça, c'est les paramètres bleus. Et vous voyez très bien, attention, là, on est dans le négatif. Vous voyez bien qu'on est dans les paramètres négatifs. Donc, elle vient de très bas, de moins 3 écarts types. Et puis, au fil des années, ça c'est maintenant, l'année passée, récemment encore, elle a remonté un peu la pente. Idem dito pour l'immunité humorale. Là, elle remonte la pente, mais ses lipides, elle est toujours trop haut. Attention, elle n'a aucun surpoids. Elle est très sportive. Elle mange sainement. Donc, son problème lipidique est probablement un problème héréditaire. Je connais la sœur qui, elle, est beaucoup trop forte en poids et la maman aussi qui est diabétique. Le papa, lui, il est mince, mince comme un clou. Bon, alors là, il ne faut pas hésiter. Cette configuration-là, c'est la dysbalance très classique
qui est, je m'excuse pour les consoeurs qui nous écoutent, hein, qui est hyper féminine, hein, parce que la femme est beaucoup plus expressive au niveau de cette balance-là, même si chez l'homme elle est présente, hein, il ne faut pas le nier, hein, mais donc il y a bien sûr ici d'une part entre des lipides exaltés, donc un élément neuro augmenté et cette partie-là diminuée. Donc, c'est une dysbalance neuro-endocrinienne. On peut voir l'inverse aussi, hein, mais souvent chez la femme, c'est de cette façon-là, le neuro qui est augmenté et l'endocrino qui est diminué. Alors là encore, je l'admets, quelle est la poule et quelle est l'œuf, c'est pas toujours facile. Alors, pour un peu illustrer ça, je vous ai mis ces valeurs de cholestérol que j'ai d'elle. Vous voyez, ça enjambe 2010 jusqu'à 2021. Et on a un cholestérol qui est trop haut officiellement, parce que ça, c'est la fameuse barre à 190, mais qui est idiote. Hein? La barre à 190, celles et ceux qui m'ont déjà entendu plusieurs fois savent que je ne cesse de le répéter. Hein? On donne du 190 pour tout le monde. C'est tout aussi idiot de dire que tout le monde chose du 42. Hein? Enfant 42, femme 42, homme 42, et puis on passe au patient suivant. Ça, c'est de la foutaise. Hein? Il y a une énorme différence entre hommes et femmes au niveau de lipides. Il y a surtout encore une beaucoup plus grande différence au niveau des tranches d'âge. Hein. Alors ici, comme exemple, j'ai ajouté hein, à l'époque de sa cytomégalie dont on va parler tout de suite, hein, elle avait ici 28 ans. Ça, c'est avec un écart type à cheval sur la moyenne d'un très grand nombre. Hein. Je parle ici de plusieurs centaines de milliers de patientes, hein, donc avec une statistique qui pour moi est indéniable. Hein. On voit le chiffre ou la plage de normalité quantitative, bien sûr. On ne parle pas de qualité, de dynamique et de qualitatif, mais donc en quantité. Donc, mais là, déjà, elle était assez bien augmentée. Maintenant, ici, 21, elle a 36 ans. Hein, donc là encore, elle dépasse quand même largement. Mais si sur ce fond de cholestérol total, on projette son HDL, on se rend compte que son augmentation du cholestérol total, c'est dû à son HDL, hein, parce que déjà là, elle avait 90, alors maintenant, récemment, elle est passée au-delà de 100. Alors, chaque fois que vous avez une patiente, parce que je vous défie de trouver un homme, moi, en 50 ans, je crois que j'en ai un ou deux, des hommes qui dépassent l'HDL en 100. Mais bien sûr, le laboratoire ne va pas vous donner une indication, hein, parce que pour eux, c'est du bon cholestérol. Alors, the sky is the limit, c'est de la foutaise. Hein. Il y a finalement eu, là, je peux vous raconter, je ne vais pas me lancer dedans parce que vous êtes parti pour la soirée, hein, mais il y a eu finalement l'année passée deux grands articles, deux grandes études qui ont paru dans un de nos quatre évangiles, hein, le JAMA, the Journal of the Medical Association. Hein, il y a eu deux études indépendantes l'une de l'autre pour dire quand même, quand on a trop de bon cholestérol, c'est assez mortel. Alors bon, la mortalité, c'est quand même un effet secondaire assez emmerdant. Bon, mais ici, je vous mets, et là vous aurez vu un écart type, c'est peu, hein. Un HDL, l'écart type de l'HDL est assez étroit. Donc pour la jeune femme de 26 ans qu'elle avait à l'époque, avec son 90, hein, elle est loin au-delà de la norme. Idem dito à 36 ans, et vous voyez là, ça bouge à peine. Hein. En effet, le cholestérol HDL, il a à peine, pour dire pas du tout, une variance, une variation suite à l'âge. Hein. Mais donc, au plus ça monte, au plus il y a de la neuro hein, qui est stimulée. Bon, alors, pourquoi est-ce que je vous montre cet exemple-là? Parce qu'elle fait une cytomégalie aiguë. Alors là, je l'ai attrapée en flagrant délit, façon de parler. Elle avait 26 ans à l'époque, donc mai 2011. Fièvre, sueur nocturne, lymphadénite, fatigue, et cette fatigue, elle a persisté, une fatigue post-virale persistante, hein, plusieurs mois par après. Et en effet, quand on voit sa biologie classique, VS, il n'y a pas trop à voir. La leucocytose, si, elle est augmentée, mais c'est surtout une lymphocytose. Hein. C'est surtout une lymphocytose. Et si vous faites les rapports cuivre-fer, là, quand même, c'est nettement augmenté, un CRP augmenté, et bien sûr, un CMV IgM qui est positif avec un IgG déjà augmenté, et même, hein, déjà, ça atteint hein, tous les virus de la famille herpès, Epstein-Barr et cytomégalie peuvent donner une atteinte hépatique, ce qui était le cas chez elle. Ça s'est amélioré au fur et à mesure par après. Voilà le titre de son IgG et de CMV, hein, ça a baissé, mais c'est pas complètement redescendu. Alors,
cette jeune dame que j'aime bien, que je connais depuis qu'elle est gosse, qu'est-ce qu'elle a eu comme thérapie? En protéomique, moi, je lui ai fait, puisqu'on les avait à l'époque, je lui ai fait du sérolab, hein. Elle a eu droit au sérocitol SRE, système réticulo endothélial, pour cette dysbalance immunitaire. Et bien sûr, avec son HDL augmenté, pour moi, c'était le produit vraiment miracle, hein, pour toutes les dames avec un HDL augmenté, qui avaient une tension nerveuse, des troubles neurovégétatifs, des palpitations, de n'importe quoi, des migraines, hein. Vraiment, le diencéphale de chez Serolab, hein, était le produit miracle dans tous ces cas avec un HDL augmenté. Alors, et vous allez voir le typage lymphocytaire tout de suite, comme c'était très réactivé, il a eu droit d'abord au 2-LXFS, hein, qui est le produit par excellence de la microimmunothérapie pour les bilans vraiment hyper réactivés. Et ensuite, bien sûr, comme il était prouvé que c'était une CMV, elle a eu droit longtemps au traitement par CMV. En anti-inflammatoire, elle a eu des produits de type d'homotoxicologie, le Traumel de chez Hill, qui est un complexe d'arnica, le Grip-Hill, l'infomyosite en intraveineux aussi. Et puis, je passe ça ensuite en intramusculaire avec des léquinacées. Voici l'évolution de ces typages lymphocytaires. Un typage comme ça, j'en ai pas vu beaucoup, hein, parce que bon, le cadre est limité à 250, hein, ici ça monte à 2600, enfin vous n'avez qu'à voir par vous-même, tout est hyper réactivé, mais quand même, un mois d'après, hop, hein, c'est quand même assez spectaculaire comme effet de la thérapie et ou de l'évolution spontanée, hein, où les suppresseurs sont encore un peu montés, mais le reste, c'est assez normal. Et voici un typage lymphocytaire, c'est une autre mise en page parce que j'ai changé de laboratoire entre-temps, hein, où quand même, on pourrait dire que quasi l'ensemble, pour celles et ceux qui s'y connaissent plus, ils vont me contredire, libre à eux de le faire, mais quand même, c'est assez normalisé vis-à-vis du bilan qu'on vient de voir tout au début. Alors voici deux bilans protéomis, hein, un avant sa maladie et l'autre après. Et là, quand même, encore pour dire, hein, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est avant l'infection, hein. L'infection a eu lieu cette année-là, mais après. Alors, ça, c'est un bilan de l'année d'après et on voit encore toujours quand même cette réactivation, hein, donc, et qui persiste assez longtemps. Mais ce qui est intéressant, alors je passe même encore plus loin, on est en 15, on est en 17, hein, ce qui est intéressant chez elle, hein, c'est de voir toujours cette réaction hyper... Il y a quelqu'un qui intervient? Non? De voir cette réaction qui est hyper féminine, hein, et les trois grands paramètres du bilan, les paramètres lipidiques, mais liés, corrélés au système HDL. HDL pour nous, c'est post-hépatique et c'est nerveux en premier, hein. On voit le dextrane, le manganèse, le phénol, et il persiste tout en haut. Voilà. En résumé, donc, ce que j'ai dit la fois passée aussi, le bilan protéomis montre, et surtout au niveau des glycoprotéines et de lipoprotéines, ce que le typage lymphocytaire ne peut pas montrer, bien sûr. Un typage lymphocytaire ne va pas vous montrer ce qui se passe au niveau cellulaire myéloïde et ce qui se passe surtout au niveau, et pour moi, ça reste un des tout grands atouts de la méthode, de voir la réactivité du système nerveux. Hein. Conclusion, donc les deux analyses sont complémentaires et se complètent dans le cadre d'une médecine personnalisée et stratifiée et fournissent une contribution importante dans le sens d'une médecine systémique, holistique, intégrative. Mais attention, bien sûr, là, hein, je ne sais pas comment c'est en France. Je sais qu'en Allemagne, pour les assurances privées, l'un et l'autre sont remboursés parfois. Chez nous, non, hein. Donc, si on fait les deux en même temps, il faut bien avertir le patient qu'il y aura un coût dont il faut tenir compte, hein. Et pour nous, c'est un piège. Quoi faut-il faire en premier, hein? Donc, quelles sont les indications pour prescrire un typage lymphocytaire à partir d'un profil protéomis et l'inverse pour prescrire un protéomis à partir d'un typage lymphocytaire, hein, et comment faut-il s'y prendre pour cette stratégie thérapeutique si énergétique, hein, dont je permets de répéter qu'il faut une discussion interdisciplinaire et trouver cette collaboration. Voilà.
J'ai tenu l'heure, je suis content et je vous remercie de votre attention. Nous avons donc fini maintenant ces deux parties sur la microimmunothérapie. Je suis bien sûr prêt à répondre vos questions pour autant que je suis compétent. À vous la parole si vous désirez. Oui, docteur Gérard. Oui, oui. Donc, dans le premier cas, donc, est-ce que l'immunodépression ne pourrait pas venir du cytomégalovirus? Parce qu'on sait que le BV, le cytomégalovirus, entraîne une immunodépression, ce qui expliquerait alors l'augmentation des natural killers pour compenser la diminution des cytotoxiques. Oui, mais je crois que le premier cas, attendez, je vais le réouvrir. On m'entend, hein, j'ai réouvert mon micro. Oui, OK. Ici. Donc, je crois que le premier cas, c'est un cas de Madame Fischer. Je crois que c'est bien elle. Hein, oui. Donc, ce que vous insinuez, c'est cette augmentation-là. Et en effet, Ah oui, 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 je comprends votre question. Oui, parce que Fischer interprète la réaction inflammatoire et suite à cette charge virale réactivée du cytomégalie, tandis qu'elle interprète le blocage immunitaire humoral suite au lymphome. Alors, je crois que vous êtes plus compétent que moi. Je suis tout à fait ouvert à votre interprétation. Hein, je remonte. Donc, c'est bien ceci, c'est là où vous voulez intervenir. Hein, oui, tout à fait. Oui. Avec les natural killers, donc l'immunité innée qui a quand même réagi. Ça, on le voit souvent dans des réactivations d'Epstein-Barr ou de cytomégalovirus, que les cytotoxiques sont diminués, mais que les natural killers essayent de compenser quand l'immunité innée est bonne. Oui. Nous voyons, j'avais mis les diapos dans la première présentation d'il y a quelques semaines. Les natural killers sont aussi des cellules issues de la cellule souche ou de la souche lymphoïde de la moelle, mais au fond, comme vous le dites, se comportent avec l'immunité innée. Donc avec le système lymphoïde, ils font un peu l'exception si je me trompe. Mais là, en effet, vous avez un point. Absolument. Merci pour la remarque. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux sérologies. Tu fais remarquer que les IgM parfois sont pas positifs et que les IgG sont parfois élevés. Alors, si on regarde la structure des IgM, ce sont des grosses molécules et les IgG sont des petites molécules. Les grosses molécules, apparemment, les IgM ne font que circuler dans le sang. Et les IgG, petites molécules, peuvent se propager un peu partout, notamment dans les tissus. Alors, je ne tiens pas ça de moi, hein, c'est Cécile Jadin, qui est une spécialiste des maladies de Lyme, qui est en Afrique du Sud, qui nous a mis un peu la puce à l'oreille par rapport à ça, et qui nous dit c'est pour ça qu'à partir des bilans de Borrelia, par exemple, de sérologie de Borrelia, on trouve parfois des IgM augmentés, des IgG augmentés, parfois les deux en même temps, parfois des IgG qui augmentent et des IgM qui diminuent. En fait, c'est une localisation différente des micro-organismes qui rentrent, qui sortent au niveau sanguin, qui rentrent dans les tissus, etc. Donc, je me demande si au niveau des virus, on n'a pas la même chose, c'est-à-dire quand on a des IgM, c'est qu'on a probablement une propagation sanguine du problème. Et lorsqu'on a des IgG, c'est qu'on a franchement, avec un taux élevé, parfois une véritable réactivation. C'est ce que j'ai remarqué par rapport au lymphome et aux leucémies. Moi, chaque fois que je regarde un lymphome leucémie, je demande Epstein-Barr virus, HHV6, donc roséole, parvovirus B19, et c'est rare qu'on ne trouve pas un ou les trois positifs, en IgG toujours. Mais à des taux qui sont absolument inhabituels. Il faut savoir que les laboratoires ne montent pas au-dessus d'un certain taux. Par exemple, oui, c'est vrai. Un taux supérieur à 4000. Oui, oui. Voilà. Absolument intéressant comme remarque. Absolument intéressant. Merci pour cette remarque. Autre illustration, depuis quelque temps, je vois des tas de personnes qui sont avec des cytomégalovirus réactivés. Alors que ce virus que
que je teste depuis on ne va pas dire des décennies, mais pas loin de 10 ans. Je ne l'ai jamais vu très, très actif. Et là, depuis quelque temps, ça sort de partout. En 10 jours, j'ai dû en voir 3 ou 4. Et avec avéré, parce que l'hôpital a pris ça en compte, hein, donc avec des IgM élevés, des IgG très élevés aussi. Donc je trouve que ce cytomégalovirus actuellement est très présent. Et si vous dites récemment, est-ce que je sous-entends par là que vous insinuez, alors je vais être très prudent, qu'il y aura une relation avec le Covid? J'irai presque jusque-là. Encore un sujet vaste à discussion, hein, toutes les années qui vont venir. Oui, ouais. Là encore, très intéressant comme remarque. Le micro est ouvert. Alors Bonsoir, Eva. merci. Alors, notre collègue qui avait dit qu'il y a cytomégalovirus qui est beaucoup présent actuellement. Je constate aussi que herpès qui est aussi présent quand je le diagnostique sur la biorésonance. Et herpès 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, est-ce qu'il y a, ou herpès en général? En général, je n'ose pas dire la différenciation parce que quelquefois c'est 1, 2, mais en général, c'est herpès déjà sur le plan clinique. Pendant la COVID, il y avait beaucoup d'augmentation, activation de herpès. Alors, je me demande s'il y a cytomégalovirus et herpès, ils sont copains, qu'ils vivent souvent ensemble. Cytomégalie, c'est l'herpès numéro 4. Hein. Ah, ouais. Non, 5, pardon. Epstein-Barr, c'est le 4. Oui, encore une remarque importante et intéressante. Moi aussi, je voulais concerner la dernière conclusion de Dr. Suzer-Bosch. Quel examen faire en première, si protéomice ou bien typage lymphocytaire? Alors, mais moi, je fais toujours protéomice. Protéomice qui est un navigateur pour moi dans la médecine intégrative, médecine holistique, qui me montre beaucoup, qui me navigue. Après, je complète avec typage lymphocytaire si besoin. Parce que protéomice, il me montre l'état immunitaire. Si on est en déficience, en déficit immunitaire ou bien au contraire en excès immunitaire. J'étais très content que pendant la crise de Covid, que j'avais beaucoup de bilans chez mes patients de protéomice, presque chez tout le monde, et comme ça, je pouvais traiter les gens. Si j'ai vu, selon leur état immunitaire, ça veut dire que l'état de déficience immunitaire, on traite autrement que l'état de suractivité immunitaire. Oui, alors, sûr. Pour moi, c'est protéomice qui prime. Oui, enfin, je suis content que c'est vous qui le dites, comme ça, enfin, ça nous fait beaucoup plaisir, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai. Ouais. Très bien, sur ce joli mot. D'ailleurs, j'ai toujours, quand j'ai suivi la formation d'André Burkel à Paris, alors on avait toujours discuté ensemble, parce que déjà à l'époque, je faisais protéomice parce que je le fais depuis, je ne sais pas, alors depuis plus que 10 ans. On dira rien, Eva. Parce que je travaillais avec les frères Beck. Et alors, j'étais plongée dedans. Et avec André Burkel, on avait toujours discuté quoi faire si typage lymphocytaire et les autres bilans qu'il nous a enseignés ou bien protéomice. Et moi, j'ai toujours lobé pour protéomice. D'abord. Voilà, une belle conclusion. Une belle conclusion. Oui. Merci, Eva. Bien. Merci beaucoup. Et alors voilà, je vous souhaite à toutes et à tous et encore une belle soirée et merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.